Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78. Nous sommes le 30 mai, le journal de la rédaction avec à suivre les images des Bleus qui se préparent toujours pour le mondial de football dans les Yvelines et puis une compétition de golf solidaire à Saint-Quentin en Yvelines. Ce sera ce week-end. En seconde partie, comme chaque vendredi, nous reviendrons sur les principales actualités de la semaine. Une semaine très politique. Mais tout d'abord, cette information concernant la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Une enquête pénale vient d'être ouverte après la plainte d'un des agents qui dénonce les agissements de responsables du comité d'entreprise. Ces derniers auraient financé achat d'ordinateurs, de téléphones portables ou encore voyage au soleil avec les fonds du comité d'entreprise, mais aussi de la mutuelle de la sécurité sociale yvelinoise. Les principaux accusés de leur côté parlent de règlement de compte sans aucun fondement. Après leur belle victoire face à la Norvège au Stade de France mardi soir, les Bleus sont retournés dans notre département à Clairefontaine pour continuer leur préparation en vue du mondial de football qui se déroulera, je vous le rappelle, à partir du 12 juin. Prochaine étape d'ici là, dimanche, la France affronte le Paraguay à Nice. Reportage depuis le centre d'entraînement des Bleus dans les Yvelines, Anthony Reich. Face à la Norvège, l'équipe de France a une nouvelle fois offert un festival de buts sous la houlette de Didier Deschamps. Les Bleus ont réappris à gagner. Ce large succès ouvre la porte à l'enthousiasme. Mais le staff de l'équipe de France sait d'où il vient. Le danger, c'est pas de tempérer. Après, quand ça va bien, ça va pas très bien. Et quand ça va mal, ça va pas très mal. Je l'ai déjà dit, je vous le redis. Donc oui, il faut rester lucide, être conscient de ce qu'on fait. On fait de bonnes choses. Mais on a encore beaucoup de choses à faire. Et ce festival de buts a été largement orchestré par Mathieu Valbuena, très critiqué cette saison pour ses performances avec l'Olympique de Marseille. Le meneur de jeu des Bleus a fait taire toutes les critiques face à la Norvège, avec 3 passes décisives. Moi, je fais mon boulot sur le terrain. J'ai la confiance d'un entraîneur, j'ai la confiance de mes coéquipiers. Après, oui, je sais que rien n'a été évident, mais ça sera tout le long de ma carrière, ça va pas s'arrêter. Donc après... Et je sais, c'est ce qui fait ma force. Donc, pour moi, rien n'est acquis dans le football. Et je sais de quoi je parle. Donc après, je continue mon bonhomme de chemin. J'essaie d'apporter le plus possible à l'équipe de France. Grâce à cette performance de choix combinée au grand match d'Olivier Giroud, les Bleus ont prouvé qu'ils peuvent fonctionner sans leur leader naturel. Après quelques autographes, Franck Ribéry et les champions d'Europe Benzema et Varane ont d'ailleurs été ménagés lors de l'entraînement ce jeudi. Prochain test au complet dimanche à Nice face au Paraguay. L'actualité sportive chargée en ce moment entre le football et le tennis avec les internationaux de Roland-Garros. Êtes-vous d'ailleurs plutôt foot, plutôt tennis? C'est notre question du jour micro-trottoir. Coupe du monde de foot. Pourquoi? C'est dans la famille. Plus Roland-Garros. Pourquoi? Je préfère le tennis que le foot. C'est plus plaisant, je trouve, à voir que le foot. Je préfère le foot au tennis, ça bouge un peu plus. L'ambiance des stades et tout ce qui va autour, quoi, la folie populaire. Les deux, voilà. Parce que j'adore le foot et j'adore le tennis. Roland-Garros, la Coupe du Monde, c'est un peu... voilà, moi, je suis pas très football, je préfère le tennis, c'est ma passion, je trouve ça beaucoup d'intéressant à regarder. Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que je suis fan de foot. Plus Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que je préfère le foot, je suis pas trop fan de tennis. Coupe du Monde, parce que je vais suivre attentivement la France. Roland-Garros, je me suis jamais vraiment intéressé à ce tournoi parce que je suis pas trop tennis au départ. La Coupe du Monde, le foot, on a tellement rêvé en 98 que ça nous ramène un peu à ce rêve qu'on aimerait bien redécouvrir la France entière. Sport et solidarité. À présent, le Lyon Sport Action prépare la 11e édition de son grand trophée. Ce sera samedi 31 mai au golfe de Saint-Quentin en Yvelines. Les fonds récoltés iront une nouvelle fois directement aider les enfants malades. Écoutez Frédéric Brousse, c'est l'organisateur de l'événement. C'est une compétition de golf qui s'insère dans un dispositif national qui est le grand trophée Lions Club. Qu'on fait cette année pour la 11e fois consécutive. C'est à ce jour la plus grande manifestation, la plus grande compétition de golf amateur en France. Bien sûr, elle est enregistrée auprès de la fédération. C'est une compétition strictement amateur, donc il n'y a pas de professionnels dans cette compétition et c'est ouvert à tout golfeur, quel que soit le niveau. Le green fee est à 50 € et le droit de compétition est à 15 € et ce sont ces 15 € qui sont reversés intégralement au Lions Club. Les fonds collectés sont reversés intégralement à une association qui s'appelle Enfance et Santé, qui se donnait pour mission de lutter contre la leucémie et le cancer chez les enfants et les adolescents. Les golfeurs payent leur green fee, le droit de compétition nous est reversé intégralement par les golfs.
Et c'est cet argent qui est collecté, abondé selon les cas par nos sponsors et nos partenaires et reversé intégralement à l'association Enfance et Santé. Donc en 10 ans, cette manifestation a permis de collecter un peu plus de 2 millions d'euros pour l'instant. Un enfant qui est hospitalisé pour un cancer quel qu'il soit, ce sont des hospitalisations longues et le bien-être des enfants passe par la présence des familles. Donc il est nécessaire d'avoir des infrastructures et de pouvoir les accueillir pour qu'elles restent auprès des enfants malades, ce que l'hôpital ne peut pas toujours proposer et prendre en charge. Nous allons à présent, comme chaque vendredi, revenir sur l'actualité de la semaine. Une semaine qui a débuté par les résultats aux européennes en France. Le Front National l'a emporté et enverra 24 députés au Parlement. Dans le détail, en Ile-de-France, l'UMP a en revanche plutôt bien résisté. La liste d'Alain Lamassoure est arrivée en tête. Sur le département des Yvelines, même constat, mais en revanche, c'est l'effondrement du Parti socialiste qui est plus net. Comment avez-vous voté sur votre commune? Le point avec ce sujet de Catherine Zulato. Le FN, premier parti à Trappes après ces élections européennes, de peu, mais c'est inscrit dans le marbre. Le Front National réalise 18,60% des voix. En 2009, le parti frontiste n'avait obtenu que 4,60% des suffrages. Un résultat d'autant plus regardé à la loupe que c'est dans cette ville socialiste que siège notamment en qualité de conseiller municipal le ministre de l'Éducation nationale Benoît Hamon. Le parti de Marine Le Pen devance de quelques voix la liste socialiste et la liste Front de gauche. L'UMP est le quatrième parti. À noter également que seulement 25% des électeurs trappistes se sont déplacés aux urnes. Le FN qui arrive en seconde position à la Verrière avec 17,16% des voix derrière la liste Front de gauche, couleur politique du maire sortant. Le PS est troisième, l'UMP quatrième. En 2009, le Front National n'avait réalisé que 3,49% des voix. Une surprise, à Manille-les-Hameaux, ville socialiste, l'UMP arrive en tête avec 16,64% des voix, talonné par le PS, 16,34%. Par contre, pas de surprise à Elancourt où l'UMP réalise 25,49% des voix. Le maire de la commune, Jean-Michel Fourgousse, était 7e sur la liste d'Alain Lamassoure, mais le résultat du parti dans la circonscription de l'Île-de-France ne lui permet pas d'être élu. Seuls 4 députés UMP iront à Strasbourg. Les autres communes de l'agglomération conservent leur couleur politique. À Guyancourt, c'est le Parti socialiste qui arrive en tête avec 18,40% des voix devant l'UMP, le FN et la liste UDI-Modem. À Montigny-le-Bretonneux, la ville du divers droite Michel Laugier, l'UMP réalise 20,77% des suffrages devant la liste UDI-Modem. Même cas de figure à Voisin, le Bretonneux. La commune avait été emportée en mars dernier par l'UDI, Alexandra Rosetti. Le Parti centriste réalise 21,02% des suffrages, devancé de 2 points par l'UMP. Le Front National réalise plus de 12% des voix, là où en 2009, il n'avait même pas atteint les 2%. Voisin, le Bretonneux qui remporte la palme du civisme pour l'agglomération. Plus de 50% des électeurs inscrits se sont déplacés aux urnes. Autour de 50 ans, en Yvelines a noté que l'UMP confirme son ancrage à Maurepas. La ville auparavant d'hiver gauche avait basculé à droite au municipal de mars. Même cas de figure à Bois d'Arcy où l'UMP fait plus de 23% des voix contre 12% pour le PS. Dans ces deux villes, auparavant à gauche, a noté la forte progression du Front National qui arrive en seconde position. Un FN également sur la deuxième marche au Clé-sous-Bois, à Saint-Cyr-l'École et à Coignères, reléguant le Parti socialiste comme troisième formation dans ces communes. Dans les Yvelines, globalement, l'UMP reste majoritaire avec 24,86% des voix. C'est toutefois 10 points de moins qu'aux dernières élections européennes de 2009. Le Front National est le second parti du département avec 17,77% des suffrages. En 2009, la liste d'Hubert Duboine avait seulement totalisé 3,95%. C'est donc le grand gagnant de ces élections. L'UDI Modem est troisième et le Parti socialiste quatrième avec 11,89% des voix. Une consolation pour la formation de gauche. En 2009, dans les Yvelines, Harlem Désir n'avait seulement réalisé que 11,60% des voix. Un perdant dans le département, Europe Écologie Les Verts. En 2009, la liste menée par Daniel Cohn-Bendit avait totalisé 19,58% des voix. 5 ans plus tard, la liste verte n'emporte que 7,64% des suffrages. Le Front National qui, malgré son succès, s'interroge encore sur les raisons de son résultat dans les Yvelines. Le responsable départemental du parti, par ailleurs candidat en Ile-de-France, ne cache pas sa déception. Du temps de Jean-Marie Le Pen dans les Yvelines, on avait 2 points d'écart avec le national, à peu près. Ces derniers temps, on était monté à 3 ou 4. Je crois que pour les municipales, on devait avoir 4 points d'écart.
ce qui était déjà pas satisfaisant pour moi. Mais là, on est passé à 7, quoi. On est passé à 7 points d'écart par rapport au score national. On est à 17, le score national est à 24, il y a 7 points d'écart. Et là, ça devient carrément inquiétant, quoi. Est-ce que c'est le discours de Marine qui convient pas aux catégories socio-professionnelles des Yvelines? Peut-être. Est-ce que c'est peut-être le choix de la tête de liste? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné cette fois-ci? Mais c'est clair qu'il faut se poser la question. On n'a vraiment personne au Conseil général. Et là, il faudrait, aux prochaines cantonales, qu'on essaye d'avoir une percée. Si, entre-temps, il n'y a pas de législative, ce qui n'est quand même pas impossible. À mon avis, le gouvernement ne trouvera plus sa majorité dans l'Assemblée nationale, telle qu'elle est. Du côté des socialistes, c'est une nouvelle claque, même si dans le département, on relativise, le score du PS n'est pas forcément moins bon qu'en 2009. On est un parti très pro-européen, mais qui n'a pas su, à mon avis, dire assez quelle Europe on voulait et à quel point l'Europe qui est actuellement en place n'est pas celle que l'on veut. Donc il y a une confusion entre le fonctionnement de l'Europe actuellement et ce que portent les partis pro-européens. Il y a des messages qui ont été donnés là, dimanche. Les gens qui ne se déplacent pas, ils disent quelque chose. Ceux qui viennent voter FN, on peut considérer qu'il y a un socle de gens qui adhèrent vraiment aux idées du Front National. Mais je pense que majoritairement, le message, c'est pas ça. C'est un message contre l'Europe telle qu'elle fonctionne actuellement et contre le système politique en général en France, contre les partis politiques. Donc ça, il faut le prendre en compte, l'analyser. Et puis ensuite apporter les réponses. Et les réponses, c'est forcément se remettre en cause. Il faut en permanence aller voir les gens sur le terrain, voir nos concitoyens, discuter avec eux. Moi, je crois vraiment que pour réenchanter la politique, il faut aller discuter. Je pense que le manque de dialogue aussi peut expliquer un certain nombre de votes, parce qu'il y a des incompréhensions. Donc quand on n'est pas content, on envoie un message qui est un message aussi de contestation, qui peut être désamorcé si ce dialogue existe, si les échanges avec les élus existent. Et pour analyser ces résultats, nous avions convié sur ce plateau le doyen honoraire de la faculté de Saint-Quentin en Yvelines, faculté de droit. Voici quelques-unes de ses réactions. L'intégralité de la séquence est à revoir grâce au replay sur notre site internet. En principe, et sauf cas extraordinaire, l'Europe ne mobilisera jamais. Les élections européennes sont en effet l'archétype même du processus électoral considéré comme étant éloigné des préoccupations quotidiennes. Alors quand on veut taper dessus, en revanche, on se mobilise un peu plus. On l'a vu dimanche, hier. En revanche, il n'est pas, si vous voulez, particulièrement étonnant que ce type de scrutin ne mobilise pas autant que les autres. Il y a plusieurs enquêtes qui essayent de trouver les causes. En tout cas, qui s'est abstenu lors de ce vote européen? Ce sont les moins diplômés, les plus jeunes aussi. C'est ce qui ressort de ces enquêtes. Ça veut dire que l'Europe, que les politiques aussi se coupent de la France d'en bas, sans être péjoratif. C'est un vaste sujet et c'est finalement au cœur du résultat de ces élections. C'est ce que les collègues chercheurs en sciences politiques appellent le désenchantement de la politique. Alors qu'il y a des causes multiples et variées, ou de ce que même certains appellent une phase post-démocratique. Alors je ne sais pas trop en quoi ça peut consister, la post-démocratie, mais en tout cas, clairement, oui, il y a, et on le voit encore ce soir, enfin hier soir, il y a clairement une césure, une coupure entre ce qu'on pourrait appeler les élites et le corps des citoyens, le corps des électeurs. Là, c'est tout ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme-là, la classe politique qui doit se remettre en cause, la classe politique parlementaire et républicaine qui doit absolument se remettre en cause. Les choses, vous disais-je, je pense, ne se font pas du jour au lendemain. Il reste que cet état de décomposition avancé, désormais, appelle à un moment ou à un autre une réaction. Alors une réaction dans une forme de recomposition, ne serait-ce qu'une recomposition de la géométrie, de la structure des partis politiques actuels. Au lendemain des européennes, c'est l'UMP qui était sur le devant de la scène. Échec face au Front National, mais surtout fausse facture et surfacturation dans le cadre de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. La société de communication Big Malion, favorisée par Jean-François Copé, il s'en défend, mais quitte sous la pression la direction de son parti. Sur le plan judiciaire, les convocations se multiplient. Pierre Lequillet, député des Yvelines, a aussi été auditionné par l'Office central de lutte contre la corruption en tant que témoin libre. Il a été interrogé afin de savoir s'il avait ou non participé à une convention de l'UMP sur le thème de l'Europe le 2 juin 2012, une manifestation présumée fictive. Il n'aurait en tout cas, selon ses déclarations, aucun souvenir qu'un tel événement ait eu lieu.
Quel avenir pour l'UMP? Nous avons posé la question cette semaine à Constance Legris, eurodéputée d'Île-de-France, en poste depuis 2010. C'était sur ce plateau mardi soir. Est-ce que l'UMP peut survivre à ce marasme? Bien sûr que l'UMP peut survivre et l'UMP doit survivre. L'UMP, c'est le rassemblement des familles politiques de la droite et du centre-droit. C'est une famille politique qui existe depuis très 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 longtemps dans notre pays, que je considère comme utile à notre pays, à la démocratie. Et bien évidemment, l'UMP va survivre et l'UMP doit survivre. Et nous allons tous collectivement nous y employer. Qui pour incarner l'UMP aujourd'hui? Qui souhaiteriez-vous, sur quelle ligne souhaitez-vous vous positionner? Alors, la ligne politique, on va la déterminer ensemble. Encore une fois, moi, je dis un homme ou une femme. Hein, une femme, bien sûr. Schématisons une pas personnalité aussi, politique, en tout cas. Voilà. Brutalement le débat politique. Mais je pense que la priorité des priorités, c'est de mettre un peu de sérénité et d'apaisement et de calmer les tensions et de sortir des jeux de personnes et du choc des égos qui, de manière générale, font trop de mal à la vie politique et font en ce moment trop de mal à l'UMP, donc de la sérénité, de l'apaisement, une gouvernance collégiale qui se donne pour tâche de préparer le Congrès et qui nous laissera le temps aux uns et aux autres de travailler à forger une ligne politique majoritaire. J'ai dit ce qu'était ma sensibilité à moi, que je partage avec d'autres, une sensibilité, je dirais, libérale, humaniste, sociale et européenne. Autre réaction que je vous propose de découvrir à présent, c'est celle de Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, secrétaire national de l'UMP. Il n'hésite pas à recadrer un autre député yvelinois, Henri Guénaud, qui ne s'est pas montré très tendre avec sa famille politique ces dernières semaines. Monsieur Guénaud a d'énormes qualités intellectuelles, d'écriture, mais il n'a aucune culture économique. S'il avait un minimum de culture économique, qui voyait les entreprises que c'est le premier partenaire commercial quand même des entreprises françaises, l'Europe, que c'est un tiers de nos emplois, il n'aurait pas dit toutes ces bêtises. Mais cela dit, je l'aime bien en dehors de ça. Bon, voilà. Donc restons sûrs. Donc quant à l'UMP, l'UMP, je vous dis, à chaque élection, on attaque le président du parti. L'UMP, on l'a vu avant les municipales, on revient avec la même histoire d'ailleurs. Quelques jours avant les européennes. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ces dossiers. Il faut qu'on mette une équipe qui fait gagner, c'est la règle du jeu. À la tête d'une entreprise, on met une équipe qui fait gagner, à la tête d'un parti aussi. Bon, si monsieur Copé est celui qui fait gagner, écoutez, il faut le suivre et le maintenir. Si c'en est un autre, voilà, c'est la règle du jeu. Je n'ai pas de préférence particulière. Je dis, j'ai une petite idée quand même de vous à moi. Ne me la demandez pas, mais j'ai une petite idée tout de même de qui va revenir. Les nouveaux rythmes scolaires seront en place dès la rentrée. Toujours pas de signe de recul de la part du ministre Benoît Hamon qui multiplie les déclarations à ce sujet et pourtant ses opposants redoublent d'efforts. Retour sur la manifestation parisienne en fin de semaine dernière avec ce reportage. Il faut que cette réforme soit abrogée. Point final. Il faut que le ministre ait le courage d'abroger cette réforme. Une réforme des rythmes scolaires toujours vivement contestée. Samedi à Paris, une manifestation nationale réunissait tout un cortège de maires de communes, d'enseignants et de parents, tous mécontents. Des parents qui dénoncent clairement la fatigue de leurs enfants avec une demi-journée de plus à l'école le mercredi et qui appellent au boycott de la prochaine rentrée scolaire. Il y a déjà un appel pour boycotter carrément le jour de la rentrée, aussi bien au niveau des parents qu'au niveau des enseignants. Et puis on boycottera tous les mercredis s'il faut. Moi clairement je ne sacrifierai pas mes enfants juste pour que M. Payon et M. Hamon inscrivent leur nom à l'histoire de l'éducation nationale. Voilà. Mes enfants sont fatigués, il n'est pas question qu'on les sacrifie. Côté maire et enseignants, on pointe du doigt le coût élevé de cette réforme sans pour autant y trouver un intérêt pédagogique certain. Les parents sont irrités, les profs sont démotivés, les maires sont asphyxiés économiquement. Comment peut-on balancer une telle réforme avec un tel coût sans aucune étude d'impact scientifique ni financière alors qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants? Je ne vois pas ce que ça peut apporter aux enfants dans la mesure où on réduirait le temps du midi éventuellement d'un quart d'heure et le temps du soir d'une demi-heure et que ce n'est pas dans ce temps-là qu'on va faire des activités intéressantes pour les enfants. Donc c'est nous mentir que de nous dire que les enfants vont avoir une activité sportive ou culturelle. C'est un leurre. Prochain rendez-vous des anti-réformes des rythmes scolaires le 11 juin avec une opération école vide durant cette journée. Le ministre de l'Éducation Benoît Hamon a de son côté réaffirmé que la réforme serait bien appliquée à la rentrée prochaine, le temps scolaire n'étant pas décidé par les élus mais par l'État.
Et c'est maintenant le maire de Versailles, François de Mazières, qui demande le report de l'application de ce décret. Il en appelle même aux habitants de sa commune pour qu'ils signent une pétition qu'il a mise en ligne sur le site internet de la ville. À Versailles, il y a quelques années, existait un système qui fonctionnait très bien, c'est-à-dire qu'il y avait un rythme scolaire le samedi matin, un samedi sur 2. Et tout le monde était content. On a proposé de revenir à ce système qui convenait bien à la fois aux parents, à la fois aux professeurs et également nous sur le plan budgétaire. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que cette situation nous est refusée. Et donc on se trouve avec une réforme qui est imposée à nous, qui est une réforme extrêmement verrouillée de partout. Et je dirais qu'en ce moment où vraiment on a besoin d'intelligence, où on a besoin de calme, où on a besoin que les finances publiques soient maîtrisées, mais je dis tout simplement aux Versaillais qu'ils témoignent de leur incompréhension. Nous aussi, nous avons vraiment joué le jeu, je dois le dire. J'ai pris contact personnellement avec le ministre en lui expliquant, puisqu'il est un ministre des Yvelines, député des Yvelines, je lui ai dit vraiment, voilà, essayons d'être intelligents ensemble. Ce qui me navre, c'est qu'il y a un décret tellement bloquant qu'on ne peut pas être intelligent. On ne peut qu'être dogmatique. Et ceci va à l'encontre de l'intérêt des enfants, de l'intérêt des professeurs, de l'intérêt de la collectivité, puisque ça coûte pour une ville comme Versailles au minimum 2 points d'impôt. Nouvel épisode dans l'affaire du contrôle d'identité de la femme voilée à Trappes. Mickaël Kiri, le mari, condamné à 3 mois de prison avec sursis pour s'être violemment interposé lors du contrôle, avait fait appel de cette décision. Il a été rejugé mardi devant la 7e chambre correctionnelle du tribunal de Versailles. Coup de théâtre, un nouveau témoin des faits s'est présenté à la barre. Une femme habitant dans le quartier Mermoz a déclaré avoir vu Mickaël Kiri stoïque lors du contrôle, ce qui va à l'encontre des déclarations des 3 policiers concernés par cette affaire. Le délibéré du jugement est prévu le 1er juillet. L'avocat général a requis la confirmation des peines. La difficulté, c'est de répondre à partir d'un dossier que je n'ai pas et de commenter des commentaires que je lis dans la presse. C'est toute la difficulté. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que certains documents nous soient communiqués. Voilà. Pour faire la lumière, essayer de faire la lumière sur un certain nombre de choses. On a refusé cette demande. J'ai donc dû plaider à partir des éléments que j'avais. Mais en effet, ce témoignage a été, à mon sens, important. Quelqu'un qui vient vous dire « moi je ne fais pas de politique », alors que tout l'environnement qu'il y a autour de lui démontre qu'il ne fait, à son corps défendant, c'est pas lui qui fait, c'est toujours autour de lui, ils ne font que de la politique. Parce que qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent la dérogation de l'application aux règles de la République. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont en l'occurrence des convertis et qui disent « nous, la loi de 2011, elle est contraire à la loi islamique, donc nous refusons les contrôles ». Et pour terminer cette édition, nous revenons à présent sur la situation des agriculteurs d'Île-de-France. Leur principal syndicat, la FDSEA, vient de tenir son assemblée générale annuelle à Louvciennes. Le mot d'ordre pour les prochains mois reste le même, rester très actifs. La FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France, tenait son assemblée générale à Louvciennes hier. L'occasion de faire le bilan des actions menées cette année. Un bilan en demi-teinte. Leur principale mobilisation a porté sur l'aménagement de la PAC, la politique agricole commune. Les aides ont été remaniées cette année. La France a obtenu 63 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. En novembre dernier, la FDSEA avait organisé une grande mobilisation, le blocus de Paris, une action menée dans l'ouest parisien pour défendre les aides aux céréaliers et alerter sur la surfiscalisation des agriculteurs. On a quand même un peu la prétention de dire que ces actions dures ont permis d'atténuer, c'est-à-dire qu'on aurait pu aller encore beaucoup plus loin. La volonté du ministre était d'aller encore beaucoup plus loin vers une politique décroissante. Effectivement, là, on a un système compliqué qui va nous impacter directement, va nous impacter gravement et va impacter gravement l'agriculture francilienne. Néanmoins, nos actions ont permis peut-être de ne pas aller aussi loin que le ministre avait envisagé. Dans les Yvelines, les actions se sont également portées sur les installations illégales de campements de gens du voyage. Un dialogue a été établi avec cette communauté et les autorités locales. Enfin, dernier point noir, l'entretien des cours d'eau et des fossés de drainage. Traditionnellement effectué par les agriculteurs eux-mêmes, il est aujourd'hui très encadré par les autorités pour minimiser l'action de l'homme. Aujourd'hui, on sanctionne un agriculteur à hauteur de 120 000 € ou de 3 ans d'emprisonnement pour avoir curé un fossé ou un cours d'eau. Et ça nous semble complètement
n'y a pas de mot pour le qualifier, c'est complètement aberrant. Donc en fait, il a fallu monter très fortement au créneau par rapport à l'administration, mais notamment à la police de l'eau, l'ONEMA. Pour la fédération qui représente les 1900 exploitations agricoles d'Île-de-France, les politiques environnementales dans leur ensemble vont à l'encontre d'un maintien de la production. Fin de ce journal du 30 mai. Rendez-vous lundi dès 18h en direct, 19h pour la première rediffusion. D'ici là, les replays sont sur notre site internet et pour vos commentaires, les réseaux sociaux via le compte Twitter de TV Fil. Très bon week-end.